Nombreux sont les aviateurs qui ont découvert la magie du vol en construisant de petits planeurs de balsa alors qu'ils étaient gamins. L'odeur du bois, l'odeur de la colle, l'odeur du vernis. Les doigts qui pèguent, les mamans pas contentes de découvrir un coin de chambre transformé en atelier vélivol. Patrick, le président, est tombé amoureux d'un planeur d'autrefois reconstruit à l'identique pour le pilote allemand Christoph Zahn. Très important le pilote. Un planeur sans pilote, ça ne peut pas marcher, même en modèle réduit. Un Habicht, planeur de voltige dessiné par un architecte génial, Hans Jakob. Patrick a vu voler Zahn et son Habicht et s'est mis en tête d'en faire un clone absolu à l'échelle 1/3. Voilà. C'est un chef-d'œuvre cette maquette, aussi belle que le vrai, y compris le portrait d'Hans Jakob sur la dérive. Le côté décoration me plaisait bien et puis c'était un petit peu un challenge parce que c'est assez compliqué de faire un portrait comme ça. On va fixer les ailes avec 2 clés d'aile. Il y a le stabilisateur qui va se monter là, fixé par cette vis et pris dans cette partie endurale. Après, il y a un carénage qui va habiller pour améliorer l'aérodynamique de la... Maintenant, on met les cerveaux directement dans l'aile. Donc le cerveau... Et on envoie le signal et on relie tout par une prise multibroche. Donc dans cette aile, il y a 3 cerveaux. Il y a un cerveau pour l'aérofrein qui permet de lever l'aérofrein. Et comme c'est des ailerons immenses sur le Habicht, il y a 2 cerveaux, 10 kg de poussée chacun, qui poussent sur l'aileron et qui sont conjugués électroniquement. Au sein du club, il y a un noyau. On se voit régulièrement, les pratiquants de planeur. C'est un petit peu quand même par discipline la séparation. Il y a ceux qui font du planeur, ceux qui font de l'avion, ceux qui font de l'hélicoptère par exemple. Et parmi ceux qui font du planeur, il y a un noyau d'irréductible, on va dire. On est devenus quasiment amis. Ça va au-delà des relations de club. Et ça se retrouve ici dans l'organisation. Ça ne peut pas se faire si c'est une simple relation de club où on se voit comme ça occasionnellement. Nous, on est amateurs de planeurs, donc on reproduit des planeurs en maquette, des planeurs qui ont existé, comme celui-là ou comme d'autres. Alors il y a des anciens et des modernes. Il y en a qui préfèrent faire des planeurs anciens, d'autres des planeurs modernes, et certains qui font les deux, parce qu'on aime les deux. On aime le planeur avant tout, donc on fait les deux. Sur les planeurs anciens, ça me permet de faire tout en fait. Partir du plan que je fais et de la construction derrière. Sur les planeurs modernes, c'est un peu plus compliqué avec les fuselages en fibre de verre. Il faut faire un moule. Enfin, on peut faire une construction classique comme celui-là. On a l'impression que c'est un fuselage en fibre de verre, mais en fait, il est fait en bois, en monocoque, méthode de coque de bateau, sur 2 demi-coques qui sont assemblées sur un plan de joint vertical. Et après, c'est recouvert de tissu de verre, mastiqué, poncé et peint. C'est le Sperber Junior et c'est une création unique. Oui, c'est un modèle unique dans l'histoire du vol à voile qui était dessiné par un ingénieur oublié aujourd'hui maintenant, qui était un très grand designer, dirions-nous aujourd'hui, du vol à voile allemand avant-guerre, qui a créé des merveilles que beaucoup de gens connaissent, comme le Minimoa, le Kranich, des planeurs qui ont fait toute l'émergence du vol à voile de performance. Celui-ci est unique parce qu'il avait été fait sur mesure pour une pilote de performance allemande, oubliée elle aussi heureusement quelque part, qui s'appelait Anna Reitsch. Après-guerre, elle a été un petit peu mise pour ses aquatos politiques un peu à l'écart. Elle avait fait le baptême de l'air de John Fitzgerald Kennedy en vol à voile et du Pandit Nehru au-dessus de New Delhi dans les années 50. Donc c'est toute une histoire que vous trouvez ici. Et à cette époque-là, on n'avait pas toute la maîtrise des matières thermoformées comme on l'a eu un petit peu plus tard, dans les coupoles de Bombardier par exemple. Et il a bien fallu utiliser des designs qui étaient proches de ceux de la marine à voile de l'époque. Et quand vous regardez la section du fuselage dans sa longueur, on n'était pas très loin des voiliers remarquables qui ont été pondus en début de siècle. Tout se retrouve. L'éclagie et la matière, la maîtrise des matières, des bois. Les gars qui fabriquaient ça, c'était des fabricants de pianos à queue, c'était des Steinway à l'époque. Et quand on fait ça maintenant, parce que tous les jours on va travailler, on s'occupe de pétrole par exemple, merci, dans une grande capitale européenne, et le soir on rentre à la maison, on fait ça. Et la justification, c'est quoi ?
c'est l'expression d'une passion. C'est ce qui naît en vous, qui n'est pas du domaine de la raison, mais des tripes. Vous êtes passionné, vous êtes dans votre projet, vous passez votre journée. Vous êtes dans une salle de trading, vous passez votre journée devant des écrans de contrôle. Le soir, vous rentrez, vous retrouvez votre projet, qui est à la fois un projet irraisonnable, qui n'a aucune justification économique, qui n'a qu'une justification difficilement explicable sur le plan des loisirs, mais tout au moins, le soir, vous vous retrouvez en accord avec votre projet intime, dirais-je. Et là, vous êtes en contact avec la matière, vous travaillez le bois, vous travaillez donc le balsa, le spruce, vous travaillez un petit peu les matériaux en composite et vous réfléchissez la nuit quand vous dormez. Et ça, pour l'équilibre personnel, après une activité intellectuelle du jour, je peux vous dire que ça vaut largement le jardin ou, mettons, le yoga. Allons-y. Tu veux que je te le fasse voler ? C'est avec plaisir. Laurent est habité de toute cette aventure. Et il est partageur d'enthousiasme, donc il propose à l'ignorant de passage de s'essayer au pilotage du Sperber Junior d'Anna Reich. Il aime le risque, Laurent. Allez, 180 gauche. Voilà, 174 mètres d'altitude. Ouais. Et on fait cap sur le nuage. Tu regardes pas la commande, tu prends les émetteurs, tu mets tes doigts dessus, il est à toi. À plat. Alors les impulsions, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Manche à droite, manche à droite. Non, non, manche à droite, pas de coup. Et on est tout doux. C'est comme les filles, on y va avec douceur et conviction. On rend la main, tout doux. Et on tire. Manche à gauche. Voilà, c'est tout. Voilà, très bien. Voilà, attention, on rend légèrement la main. Manche à gauche, tu te démerdes pas mal du tout. C'est bon, Bernard, je suis content. Rends la main légèrement. Voilà. On tire un peu, on tire. Bravo, je suis très content. Vraiment, c'est bien joué. On part légèrement sur la droite et on tire légèrement. Sauf que l'instant d'après, l'ignorant a confondu droite et gauche et Laurent a repris in extremis le contrôle du Sperber. Piloter par l'intermédiaire d'une télécommande est diabolique. Bien plus compliqué que piloter en vraie grandeur. Et quand t'es pas dedans, c'est plus dur. Oui. Ah, ça s'arrête tout seul. Pourquoi avoir choisi le Nord 2000 comme œuvre ? Je ne sais pas si c'est une œuvre, mais c'est un hommage à l'histoire, parce que à l'origine, le Nord 2000, c'est un planeur allemand, le Meise, qui a été fabriqué dans les années 1938 et qui avait fait l'objet d'un choix en tant que planeur olympique. Le Meise, au titre des dommages de guerre, a été construit sous licence en France, donc sous le nom de Nord 2000, et également en Angleterre sous le nom de Éon Olympia. Lors des Jeux Olympiques de Londres, ils ont réuni à peu près une vingtaine d'exemplaires d'Olympia, de Nord 2000 et de Meise en état de vol, avec aussi des K6CR et des K6CE. Et ils se sont fait leurs petits Jeux Olympiques, donc c'est une belle petite revanche sur l'histoire. Quand j'ai vu cet assemblage de bois verni et d'association avec l'aluminium, son esthétique a un peu sauté à mes yeux. Alors c'était pour moi l'occasion aussi de travailler des nouvelles techniques de bois verni, en faisant en particulier des coffrages complets en contreplaqué avec des enroulages du bord d'attaque et puis des positionnements des panneaux avec les entures en équivalence avec la construction des grandeurs, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, il est construit entièrement en contreplaqué, en panneaux, enroulés, collés, enturés. Avec l'économie du bois, on voit que tous les panneaux ne sont pas forcément identiques en taille. Donc ils ont fait à l'économie aussi avec le bois qu'ils avaient. Donc on voit bien que ce n'est pas symétrique sur les panneaux, il fallait économiser le bois. Quand on regarde du contreplaqué aviation, on ne soupçonne pas qu'il y a un tel veinage. Et avec un traitement teinture et un système qu'on appelle le fondure qui permet de révéler le veinage du bois, plus les couches de vernis, tout le veinage du contreplaqué apparaît
Et puis le fait de coffrer, on voit aussi les côtes de cheval, on devine les nervures, par exemple sous les ailes, on voit les reflets, là on distingue les nervures. Tout le travail sur la verrière qui n'était pas simple, avec une structure en tube d'inox soudé, l'habillage en aluminium. Et il y a aussi des petites merveilles à l'intérieur de nos planeurs. Il y a des aménagements de cockpit qui sont assez poussés. Pour nous, le modélisme, c'est une façon de faire revivre des machines anciennes qui n'existent plus, ou qui existent encore, restaurés, toujours en état de vol. Donc c'est un pont avec l'histoire. C'est un hommage au vol à voile depuis les années 20, enfin depuis son origine, mais même encore avant. Pour moi, c'est plutôt poétique et philosophique comme approche. Le manuel, pour moi qui suis un intellectuel de par mon métier plutôt, en tant qu'enseignant universitaire, j'ai toujours... En fait, ma passion est née d'un prof de techno quand j'étais en élève en 4e qui m'a fait construire mon premier planeur de vol libre. Pour moi, le modélisme, c'est un hommage à mon père. Mon père était pilote de chasse et je l'ai perdu très tôt. Donc pour moi, construire des avions, des planeurs, c'est penser à lui, quoi. Le ciel est un endroit bien étrange. On peut y trouver tant de beauté. C'est normal, c'est par là qu'il faut passer pour arriver aux portes du paradis.